Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche de près notre quotidien et notre portefeuille aussi, la détection des fuites d'eau à la maison. Ah oui, un problème souvent insidieux, ça. Exactement, ça peut commencer par un tout petit goutte à goutte, un truc qu'on ignore, mais les conséquences, elles, peuvent vite devenir sérieuses. On parle de dégâts structurels, de factures d'eau qui explosent. Et beaucoup de stress, faut le dire. Ah, Donc savoir comment repérer sa taux, c'est crucial. tout à fait. Pour notre analyse aujourd'hui, on va s'appuyer sur les points clés d'un article qui s'appelle Détection et prévention des fuites d'eau domestiques. D'accord. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu les différentes stratégies, celles qui sont simples, et puis celles un peu plus sophistiquées pour identifier ces fuites. Pour pouvoir agir vite, j'imagine. C'est ça, l'idée c'est d'avoir des outils concrets pour agir rapidement et puis éviter que ces petits soucis deviennent de gros problèmes. Bon, allez, déballons ça. On commence par quoi alors? On va commencer par le plus évident, ce qui saute parfois aux yeux, même si c'est pas toujours le premier signe, hein. L'inspection visuelle, le bon vieux coup d'œil. Voilà. Le premier niveau de détection, c'est vraiment d'ouvrir l'œil, de chercher les traces. On parle de ces fameuses taches d'humidité sur les murs, les plafonds. Souvent un peu jaunâtre ou brune, oui. C'est ça. Ou alors, une peinture qui gondole, un papier peint qui se décolle sans raison, ou même des moisissures qui apparaissent dans un coin. Mhm. L'article conseille de bien surveiller les zones critiques autour des sanitaires, bien sûr, lavabo, douche, toilette, la salle de bain, la cuisine, les classiques. Exactement. Mais aussi près des radiateurs, derrière le lave-linge, le lave-vaisselle, et puis le long des plinthes, là où peuvent passer des tuyaux cachés. D'accord, donc être attentif aux détails. Et si on repère ce genre de signe, même discret, le message de la source est clair, hein. Il ne faut pas attendre. Il faut contacter un plombier vite fait, pour éviter le fameux dégât des eaux. Voilà, qui peut faire très mal aux bâtiments et aux affaires qu'on a dedans. Et cette observation visuelle, même si ça paraît simple, ça demande quand même une certaine attention, parce que ces signes, en fait, Oui, ce sont déjà des indicateurs, on peut dire tardifs. L'eau, elle a déjà eu le temps de s'infiltrer, de saturer les matériaux, le plâtre, le bois, l'isolant. ah oui, elle a eu le temps de laisser sa marque, quoi. Exactement. Et ce qui est important de comprendre, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le moment où on voit le signe et le début réel de la fuite. Une petite tache peut cacher un problème plus ancien, hein. Voilà. Ça peut masquer une infiltration qui dure depuis des semaines, voire des mois, ou alors une fuite plus grosse cachée derrière un mur. Plus la tache est grande ou foncée, plus on peut craindre que le problème soit déjà bien installé. D'accord, je vois. C'est pour ça que l'article insiste sur l'intervention rapide d'un pro. C'est pas juste pour réparer la fuite elle-même. C'est aussi pour limiter les dégâts autour. Exactement. Pour limiter l'aggravation des dommages et, du coup, maîtriser les coûts de remise en état. Ça peut vite chiffrer ces choses-là. C'est un peu une course contre la montre dès qu'on voit un signe. C'est vrai que quand on voit la tâche, on se dit que le mal est un peu fait déjà. Mais que faire si la fuite est plus discrète, si elle se voit pas? Si elle est cachée, oui. Notre source parle d'une méthode super simple, mais apparemment redoutable. Le test du compteur d'eau. Ah, le fameux test du compteur. Très efficace, c'est une astuce accessible à tout le monde. Le protocole est précis. D'abord, s'assurer que zéro eau n'est consommée dans la maison. Vraiment tout couper. Oui, fermer tous les robinets, vérifier que la chasse d'eau ne coule pas un filet, que le lave-linge ou la vaisselle sont bien éteints, même l'arrosage auto ou l'adoucisseur s'il y en a. C'est crucial ça, pour que le test soit fiable. Une fois que c'est bon, on va au compteur d'eau. Et là, il faut noter très précisément les chiffres. Souvent, il y a des chiffres noirs pour les mètres cubes et rouges pour les litres. Ou des petites aiguilles qui tournent. Voilà, on peut prendre une photo pour être sûr. Et ensuite, patience, il faut attendre un moment sans utiliser d'eau du tout. Combien de temps à peu près? L'article ne précise pas exactement, mais on peut imaginer qu'une heure ou peut-être deux pour être plus sûr, c'est pas mal. Il faut laisser le temps à une fuite éventuelle de faire tourner un peu le compteur. Suffisamment pour que ce soit visible. Exactement. Après cette attente, on retourne voir le compteur. Si les chiffres ont bougé, même un tout petit peu les chiffres rouges ou la petite aiguille qui a avancé alors que tout était coupé, Alors là, bingo. c'est le signe quasi certain qu'il y a une fuite quelque part sur l'installation après le compteur. C'est simple, mais ça demande d'être rigoureux. Ce qui est fascinant avec cette méthode, c'est sa simplicité, mais surtout sa capacité à objectiver un doute. À rendre ça factuel. Voilà. Ça transforme une suspicion, une petite angoisse, genre est-ce que j'ai une fuite cachée, en une donnée concrète, oui ou non. De l'eau s'écoule alors qu'elle ne devrait pas. La logique est simple, c'est vrai. Elle est imparable. Le compteur mesure toute l'eau qui rentre chez vous. Si toutes les sorties sont fermées, le flux doit être nul. S'il ne l'est pas, l'eau part ailleurs.
Dans un mur, sous le jardin. Exactement. Une canalisation enterrée, encastrée, sous une dalle. C'est là sa grande force. Elle révèle l'invisible. Hmm. Bon, il faut quand même garder à l'esprit ses limites, hein. Ce test confirme qu'il y a une fuite, mais il ne dit rien sur où elle est, ni sur son importance réelle. Une micro-fuite pourrait être dure à voir sur une courte durée. D'accord. Mais pour la plupart des fuites qui comptent, c'est un super outil de diagnostic initial. Et comme le dit la source, si le test est positif, l'étape suivante est claire. Faut appeler un pro. Là, on ne peut plus faire grand-chose soi-même. Non, parce que lui seul pourra passer de « il y a une fuite » à « elle est là ». Et ça, c'est indispensable pour réparer. Ce petit test change tout. On ne cherche plus s'il y a une fuite, mais où elle se trouve. Exactement, ça change complètement la nature du problème. Et ça nous amène logiquement à l'étape suivante, l'intervention des professionnels. Quand le test du compteur est positif ou quand on suspecte fort mais qu'on ne voit rien. L'appel à un plombier ou une entreprise spécialisée dans la recherche de fuites, ça devient la solution. Et comme le dit notre source, ces experts, ils ne viennent pas juste avec une clé à molette. Non, ils ont du matériel spécifique maintenant. Ils déploient un arsenal technologique assez impressionnant pour trouver l'origine du problème sans tout casser à l'aveugle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça évite les gros travaux de recherche. Voilà. Ces techniques modernes peuvent faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de désagréments. Fini le temps où fallait sonder les murs au pif. Absolument. Ces technologies de détection non destructives, c'est vraiment le cœur de l'approche pro aujourd'hui. L'article en cite 2 exemples clés. D'abord, la caméra thermique. La thermographie infrarouge. C'est ça. Le principe, c'est que l'eau infiltrée, elle change la température des matériaux. Une zone humide sera souvent plus froide à cause de l'évaporation. Ou plus chaude si c'est une fuite d'eau chaude. Logique. Exact. Et la caméra thermique, elle capte ces toutes petites différences de température et les transforme en une image colorée, une sorte de carte de chaleur du mur ou du sol. Et les zones suspectes ressortent friantes ? Elles apparaissent clairement, oui. Ça permet de cibler ou chercher sans avoir à casser pour rien. C'est rapide, très visuel et super efficace pour les infiltrations dans les murs, les planchers chauffants, les plafonds. Pas mal. Et l'autre technique ? Alors pour les canalisations elles-mêmes, surtout celles qui sont enterrées ou difficiles d'accès, il y a la technique du gaz traceur. Comment ça marche ça ? C'est assez malin. D'abord, on vide la section de tuyau où on suspecte la fuite, on enlève l'eau. Ensuite, on injecte sous pression un gaz spécial, Quel genre de gaz ? généralement un mélange d'azote et d'hydrogène. C'est un gaz qui est inoffensif, pas toxique, et il est plus léger que l'air. Ok. S'il y a un trou ou une fissure dans le tuyau, le gaz va s'échapper par là et remonter vers la surface, même à travers de la terre ou du béton sur plusieurs centimètres. Ah d'accord, ouais. Et le technicien, il se balade avec un détecteur électronique très sensible, un renifleur, qui va biper ou réagir quand il détecte ce gaz. L'endroit où la détection est la plus forte indique précisément où est la fuite. Ingénieux. C'est d'une précision redoutable, oui. Ah ouais, la caméra thermique, on imagine les films d'espions, mais pour la plomberie, c'est futé. Et le gaz traceur, on dirait de la police scientifique pour les tuyaux. C'est un peu ça. Ça montre bien comment la technologie peut simplifier des problèmes qui avant étaient super complexes et coûteux à régler. Clairement. Si on prend un peu d'auteur, l'apport principal de ces technologies, c'est vraiment de permettre une réparation ciblée, quasi chirurgicale. On évite de tout démolir. Exactement. On évite les recherches destructives à grande échelle qu'on faisait avant. Casser un bout de mur, creuser une tranchée dans le jardin, défoncer une chape. Juste pour voir, hein. La galère, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on localise d'abord avec précision et ensuite, on intervient juste là où il faut. Ça réduit énormément les coûts annexes de remise en état la maçonnerie, la peinture, le carrelage. Et le temps des travaux, et le dérangement aussi. Tout à fait. C'est une approche beaucoup plus rationnelle, plus économique et plus respectueuse de la maison. Bon, ça demande un savoir-faire pour lire les images thermiques ou interpréter les signaux du détecteur, mais le gain est indéniable. C'est une évolution majeure, c'est sûr. Mais au-delà de la réaction quand on suspecte ou qu'on sait qu'il y a un problème, l'article suggère une dernière approche. Ah oui, qui relève plus de la prévention, de la détection super précoce. C'est la surveillance attentive de sa consommation d'eau. Ah, le suivi régulier. L'idée est simple, prendre l'habitude de jeter un œil régulièrement à son compteur. Pas seulement quand on a un doute, mais disons une fois par mois ou tous les 2 mois. Et suivre aussi ses factures d'eau, de près. Pour connaître sa conso normale, en fait. Exactement. L'objectif, c'est de bien connaître sa consommation moyenne habituelle pour repérer tout de suite une augmentation anormale, inexpliquée. Si ça double d'un coup sans raison. Voilà. Pas d'invité pendant un mois, pas de remplissage de piscine, pas de changement d'habitude, et pourtant la conso grimpe. Ça pourrait être le tout premier signe d'une fuite qui démarre. Bien avant la tâche au plafond. Bien avant les signes visibles ou la douche froide parce qu'il n'y a plus d'eau chaude. C'est vraiment agir en amont. Effectivement, cette approche préventive, elle change la donne. Elle fait passer la gestion de l'eau à la maison
d'une simple réaction au problème à une surveillance active. C'est une autre philosophie. La force de cette habitude, c'est qu'elle repose sur l'idée d'une ligne de base. Connaître sa conso normale, c'est un peu comme connaître le rythme cardiaque normal de sa maison, vous voyez? Mhm. Toute déviation importante devient alors un signal d'alerte très précoce. Ça s'inscrit dans une démarche plus globale de maîtrise de son environnement domestique, de gestion proactive. On est plus acteur, moins victime. C'est ça. En étant attentif à ces chiffres, on se donne les moyens d'attraper une fuite à un stade très, très précoce, parfois quand elle est minuscule au début, avant qu'elle ait eu le temps de faire des dégâts ou de faire exploser la facture sur plusieurs mois. Donc potentiellement, c'est la méthode la plus économique à long terme. C'est potentiellement celle qui offre le plus grand levier pour minimiser les conséquences négatives, oui. Parce qu'elle permet d'agir au tout début du problème. C'est l'antidote à l'effet boule de neige des fuites qu'on ne voit pas. Bien compris. C'est une question de vigilance régulière finalement. Alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, pour traquer une fuite d'eau chez soi, on a plusieurs méthodes qui se complètent. Un éventail d'outils. Il y a l'observation attentive des signes visibles, les taches, l'humidité, etc., qui sont souvent des signaux d'alarme, mais un peu tardifs. Le signal que quelque chose ne va pas. Il y a le test du compteur d'eau. Méthode simple, efficace, pour confirmer une fuite cachée. Le verdict, fuite ou pas fuite. Ensuite, quand on sait qu'il y a une fuite mais pas où, l'intervention pro avec les outils comme la caméra thermique ou le gaz traceur pour une localisation précise et sans tout casser. La phase de localisation fine. Et enfin, la surveillance proactive de la consommation, une habitude préventive pour une détection au plus tôt. L'approche sur le long terme. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous au quotidien? Qu'est-ce qu'on retient? Le message fondamental qui ressort de tout ça, c'est que face aux fuites d'eau, le temps, c'est vraiment l'ennemi. La détection précoce, c'est la clé absolue. C'est ça le plus important. C'est ça qui permet de limiter drastiquement l'étendue des dégâts matériels. On parle parfois de milliers d'euros de réparation pour un gros dégât des eaux. Sans parler du stress et du temps perdu. Exactement. Et ça permet aussi de maîtriser l'impact financier, que ce soit sur la facture d'eau elle-même ou sur le coût des travaux. La combinaison de la vigilance personnelle, observer, suivre sa conso, et de la réactivité, faire le test du compteur si on a un doute, appeler un pro rapidement si besoin, c'est la meilleure stratégie. Pour protéger sa maison et son portefeuille. Voilà. Il s'agit moins d'éviter à tout prix qu'une fuite arrive, l'usure ça existe, que de s'assurer qu'on va la repérer et la traiter le plus tôt possible. C'est une perspective très claire et très pragmatique. Bon, notre exploration des différentes façons de détecter les fuites d'eau à la maison arrive à sa fin. Peut-être qu'on peut conclure en élargissant juste un peu la perspective. On a beaucoup parlé de l'impact individuel, les dégâts chez soi, la facture qui monte. Oui, l'impact direct pour l'occupant. Mais si on voit l'eau non plus comme juste un fluide dans nos tuyaux, mais comme une ressource naturelle, vitale, qui se raréfie par endroits, ça soulève une question importante, non? Laquelle? Quelle est la signification collective de toutes ces petites fuites domestiques, souvent invisibles, parfois un peu négligées, quand on les additionne à l'échelle d'une ville, d'une région? Ah oui, l'impact global. On se focalise souvent sur les grosses pertes des réseaux publics et c'est normal, mais l'ensemble de toutes les petites fuites chez les particuliers, ça représente un gaspillage qui est loin d'être négligeable au final. C'est vrai, on n'y pense pas forcément comme ça. Alors, comment notre vigilance individuelle, celle qu'on encourage avec les méthodes dont on a parlé, comment est-ce qu'elle pourrait s'intégrer dans une conscience collective, une action plus large pour gérer plus durablement cette ressource essentielle? C'est une bonne question. C'est une réflexion qui dépasse un peu la simple réparation de plomberie, quoi. Une réflexion finale qui donne effectivement matière à penser et qui replace ce problème technique dans un enjeu beaucoup plus vaste. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie.